la peur. J'ai regardé son nom éclairer l'écran de mon téléphone encore et encore alors que j'étais assis à la table de la cuisine, une tasse de café noir refroidissant dans ma main. Le plus étrange, c'est que rien de tout cela ne serait arrivé si elle m'avait simplement tendu les clés de sa voiture. Au lieu de cela, elle m'a regardé ce matin-là et a prononcé 5 mots qui résonnent encore dans ma tête, comme une porte qui claque. Pas mon problème. Débrouille-toi. Il était 6h40 du matin quand je me suis réveillé au son de ma mère toussant dans la chambre d'amis au bout du couloir. Ce n'était pas une toux ordinaire. C'était une toux sèche, forcée, le genre qui vous fait vous redresser dans votre lit sans réfléchir. Ma mère, Marguerite, a 82 ans, 2 stents, une légère insuffisance cardiaque et une liste de médicaments plus longue que la carte d'un restaurant. Elle vit avec nous depuis que mon père est décédé il y a 3 ans. La plupart du temps, elle se déplaçait lentement mais sûrement. Ce matin-là, elle ne parvenait pas à reprendre son souffle. Je l'ai aidée à s'asseoir. Ses mains étaient froides. Sa peau avait ce teint grisâtre et pâle que j'ai appris à ne pas ignorer. « N'attendons pas », a-t-elle chuchoté. Je le savais déjà. J'ai attrapé mon téléphone pour appeler le cabinet de son cardiologue. Ils m'ont dit de l'amener immédiatement. C'est là que je me suis rappelé que ma voiture était encore au garage. Panne de transmission. 4e jour d'attente pour les pièces. Je m'en étais plaint la veille alors qu'Isabelle, ma femme, levait à peine les yeux de sa tablette. Le crossover d'Isabelle était garé dans l'allée, pratiquement neuf, entièrement payé. Je suis allé dans la cuisine où elle parcourait quelque chose sur son téléphone, son café fumant à côté d'elle. « Isabelle », ai-je dit, en essayant de garder une voix calme. « Maman doit aller à l'hôpital. Ma voiture est toujours au garage. Est-ce que je peux prendre la tienne ?» Elle n'a pas levé les yeux tout de suite, a juste fait défiler l'écran une fois de plus. « J'ai mon cours de yoga à 9h, a-t-elle dit froidement. « Je te la rendrai avant ça. » C'est alors qu'elle m'a regardé et j'ai vu cela. Pas de la colère, pas du stress, de l'indifférence. « Pas mon problème », a-t-elle dit en soulevant sa tasse. « Débrouille-toi. » Pendant un instant, j'ai cru avoir mal entendu. Ma mère ne peut plus respirer. Elle a haussé les épaules. Alors appelle un Uber. Je suis resté là plus longtemps que je ne voudrais l'admettre, attendant une chute, attendant que la douceur revienne dans ses yeux. Ce ne fut pas le cas. Alors j'ai hoché la tête. D'accord, ai-je dit. C'était tout. Pas de cri, pas de dispute, juste ce mot. D'accord. Notre voisin, Monsieur Lefebvre, nous a conduits à l'hôpital. Pendant tout le trajet, j'ai regardé par la fenêtre tandis que maman reposait sa tête contre le siège. C'était Isabelle, a-t-elle demandé doucement. J'ai gardé les yeux fixés devant moi. Elle a une matinée chargée, ai-je répondu. Maman n'a rien dit d'autre, mais j'ai senti le poids de son silence. À l'hôpital, les examens ont commencé immédiatement. Électrocardiogramme, analyse de sang, surveillance de l'oxygène. Je suis resté à ses côtés tout le temps. Ce n'était pas une crise cardiaque, heureusement. Accumulation de liquide, ajustement des médicaments, on l'a échappé belle. Mais quelque chose d'autre avait changé en moi ce matin-là. Quelque chose de silencieux, quelque chose de permanent. Isabelle a envoyé un message vers midi. Tout va bien. J'ai fixé le message. Pas d'excuses, pas d'inquiétude, juste de l'efficacité. Elle est stable, ai-je répondu. Un emoji pouce levé est revenu. C'était tout. Ce soir-là, quand nous sommes rentrés à la maison, Isabelle était assise à l'îlot central de la cuisine. Comment va-t-elle, a-t-elle demandé sans se retourner. Stable, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Bien. Je suis resté là un moment à l'observer. 28 ans de mariage. Nous avions construit cette maison ensemble, élevé les 2 enfants de son premier mariage. Vacances partagées, enterrement partagé, projet de retraite partagé. Et pourtant, ce matin-là, quand cela comptait le plus, elle avait tracé une ligne dont j'ignorais l'existence. Pas mon problème. Débrouille-toi. Les mots n'étaient pas forts. Ils n'étaient pas dramatiques. Ils étaient froids. Et ils m'ont dit quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à voir. Je n'étais plus son partenaire. J'étais sa responsabilité.
Et les responsabilités peuvent être déclinées. Cette nuit-là, après qu'Isabelle soit allée se coucher, je me suis assis seul dans le salon. La maison était silencieuse à l'exception du léger ronronnement du réfrigérateur. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je ne sais pas ce que je m'attendais à trouver. Peut-être avais-je juste besoin de quelque chose de solide, de factuel, de quelque chose qui ne dépendait pas de l'émotion. Je me suis donc connecté à notre compte bancaire joint. Et c'est là que je l'ai vu. Des virements que je ne reconnaissais pas, des gros montants, fréquents. Je me suis penché plus près de l'écran. Mon pouls a ralenti au lieu de s'accélérer parce que soudain, la matinée prenait tout son sens. Et pour la première fois de la journée, je ne me suis pas senti blessé. Je me suis senti lucide. Le lendemain matin, Isabelle m'a appelé 31 fois. Mais c'était plus tard. D'abord sont venus les chiffres. Et les chiffres, contrairement aux mots, ne mentent pas. Si vous m'aviez demandé il y a un an si j'avais confiance en ma femme, j'aurais dit oui sans hésiter. Pas le genre de confiance insouciante que l'on voit chez les jeunes couples qui croient encore que l'amour seul peut porter un prêt immobilier. J'ai 68 ans. Ma confiance était celle construite au fil des décennies de routine, de calendriers partagés, de mots de passe communs, de rendez-vous médicaux mutuels. La confiance tranquille qui vient du fait d'avoir survécu à des épreuves ensemble. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Isabelle et moi nous sommes mariés quand j'avais 40 ans. Elle avait 2 enfants de son premier mariage. Je venais de devenir associé principal dans le cabinet d'expertise comptable où j'ai travaillé pendant 35 ans. Elle était chaleureuse à l'époque, charismatique, le genre de femme capable d'organiser un Noël pour 20 personnes sans sourciller. Elle a arrêté de travailler il y a 12 ans. Cela n'a pas de sens que nous nous tuions tous les deux à la tâche, avait-elle dit. Tu gagnes plus de toute façon. Je n'ai pas discuté. J'étais fier de subvenir à nos besoins. C'était ma raison d'être. Au fil du temps, j'ai versé mon salaire sur notre compte joint. Je l'ai ajouté comme utilisatrice autorisée sur chaque carte de crédit. Quand j'ai pris ma retraite à 65 ans, j'ai transféré ma pension et mon assurance vie sur des comptes gérés à nos 2 noms. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que je devais faire autrement. En regardant en arrière, je peux voir les changements subtils. Il n'était pas assez dramatique pour m'alerter, juste de petits ajustements de ton. Quand j'hésitais devant un achat important, elle disait « Tu t'inquiètes trop ». Quand je l'interrogeais sur un prélèvement que je ne reconnaissais pas, elle souriait et disait « Détends-toi, c'est géré ». Quand je suggérais de rencontrer un conseiller financier ensemble, elle répondait « C'est toi l'homme des chiffres, je te fais confiance ». Confiance, encore ce mot. Mais en cours de route, j'ai arrêté de vérifier les relevés aussi soigneusement. La retraite vous change. Vous commencez à accorder plus de valeur à la paix qu'à la précision. Et Isabelle aimait le confort. Les rénovations de la maison, les vacances avec ses amis, les opportunités d'investissement qui ne semblaient jamais produire de rendement. J'en ai questionné certains, mais pas assez parce que la défier signifiait des frictions, et les frictions à notre âge semblent épuisantes. Après ces mots de ce matin-là, pas mon problème, débrouille-toi, je ne pouvais pas dormir. J'ai donc fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai épluché les comptes. Le premier virement que j'ai remarqué datait d'il y a 4 mois. 7 800 € transférés vers un compte professionnel inconnu libellé conseil. Le mois suivant, 11 000 € capital de départ, puis 5 500 € retirés en espèces. Mon estomac ne s'est pas noué comme il l'aurait fait quand j'étais plus jeune. Au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange stabilité. J'ai sorti les relevés de cartes de crédit. Des achats de luxe totalisant plus de 13 000 € l'année dernière. Bijoux, week-end en Thalasso, une agence de voyage haut de gamme. Ce crossover dans l'allée n'était pas entièrement payé après tout. Il était financé par une ligne de crédit séparée dont j'ignorais l'existence. Une ligne de crédit liée à notre hypothèque immobilière. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé l'écran. Pendant 28 ans, j'ai cru que nous prenions des décisions ensemble. Maintenant, je voyais le schéma. Les transferts n'étaient pas aléatoires. Ils s'intensifiaient. 7 800, 11 000, 14 000. Comme quelqu'un qui construit un parachute en secret. J'ai ouvert un autre onglet et vérifié le cadastre en ligne. L'acte de propriété de notre maison était toujours aux 2 noms. Bien. Mais le prêt du véhicule ne listait que son nom. C'était nouveau.
J'ai fait défiler plus bas. 3 demandes sur son rapport de solvabilité pour des prêts professionnels datés des 60 derniers jours. Le jour où elle m'a dit que l'urgence de ma mère n'était pas son problème, elle avait déjà un pied en dehors de notre mariage, et c'était moi qui finançais la sortie. Je suis resté assis là jusqu'à 2 heures du matin. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ragé. J'ai revu les dernières années dans ma tête. La façon dont elle avait commencé à prendre des appels téléphoniques dans une autre pièce, les nouveaux amis que je n'avais jamais rencontrés, l'insistance soudaine sur le fait qu'elle avait besoin d'indépendance financière. J'avais interprété cela comme une autonomie saine. Maintenant, cela ressemblait à une préparation. Le plus douloureux n'était pas l'argent. C'était la prise de conscience que pendant que je pensais au rendez-vous chez le cardiologue et au renouvellement des médicaments pour ma mère de 82 ans, ma femme pensait aux liquidités. J'ai entendu ses pas dans le couloir et j'ai rapidement fermé l'ordinateur. Elle est apparue à la porte, son peignoir serré contre elle. « Pourquoi es-tu debout » a-t-elle demandé. Je ne pouvais pas dormir. Elle a hoché la tête puis a marqué une pause. « Tu semblais distant aujourd'hui. » Je l'ai regardé attentivement. Je réfléchissais, ai-je dit. À quoi? À la responsabilité. Elle a légèrement froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, ai-je répondu. Elle m'a observé encore un instant, puis a haussé les épaules et est retournée se coucher. Ce haussement d'épaules, le même que celui du matin. Ce n'était pas de la cruauté. C'était du mépris. Le lendemain, alors qu'elle était à son cours de yoga, j'ai appelé mon ancien collègue, Alain. Il était mon conseiller financier depuis des années avant ma retraite. Alain, ai-je dit, je dois tout revoir. Il n'a pas posé beaucoup de questions, m'a juste donné rendez-vous pour le lendemain matin. Quand j'ai raccroché, je suis passé devant l'îlot de la cuisine où elle était assise la veille. J'ai imaginé le moment à nouveau. Ma mère luttant pour respirer. Moi demandant de l'aide, elle levant sa tasse de café. Pas mon problème. Débrouille-toi. Cette phrase n'avait pas seulement révélé son indifférence. Elle avait révélé la mienne. J'avais ignoré les signes avant-coureurs pendant des années parce que les affronter semblait gênant. Mais quelque chose dans cette matinée avait balayé le confort du déni. Si je pouvais conduire ma mère à l'hôpital sans son aide, je pouvais faire autre chose aussi. Je pouvais régler ça. Quand Isabelle m'a appelé 31 fois le lendemain, elle pensait qu'il s'agissait d'un désagrément. Elle ne comprenait pas encore qu'il s'agissait de vérité nue et les chiffres, une fois découverts, ne retournent pas se cacher. Alain n'a pas perdu de temps en banalité. Quand je suis entré dans son bureau le lendemain matin, il a fermé la porte derrière moi et a dit « Commence par le début ». C'est ce que j'ai fait. Je lui ai parlé de ma mère, de la voiture, des mots d'Isabelle. Puis, j'ai fait glisser une pile de relevés imprimés sur son bureau. Il a ajusté ses lunettes et a commencé à les parcourir, lentement d'abord, puis plus rapidement. « Depuis combien de temps n'as-tu pas revu tout ça ligne par ligne » a-t-il demandé. Pas en détail, ai-je admis. 6 mois, peut-être plus. Il a hoché la tête. La retraite peut faire ça. Il a ouvert son ordinateur et s'est connecté à l'accès professionnel qu'il avait toujours pour mes comptes gérés. En 10 minutes, il a trouvé ce que j'avais pressenti mais pas encore totalement compris. Elle a déplacé des liquidités, a-t-il dit calmement. Ce qui signifie des positions de trésorerie, des transferts à court terme, une extension de crédit. Elle augmente les fonds disponibles tout en limitant les engagements à long terme traçables. Je l'ai regardé. En clair. Elle se prépare à une séparation financière. Le mot est resté suspendu dans l'air. Séparation. Pas divorce. Pas encore. Préparation. Alain a continué à faire défiler les pages. Ici, ligne de crédit hypothécaire ouverte il y a 8 mois, autorisée par vous 2 par voie électronique. J'ai froncé les sourcils. Je ne me souviens pas avoir signé ça. Tu as probablement approuvé quelque chose via une signature numérique sans lire les documents secondaires. J'ai fermé les yeux brièvement. Je me suis souvenu de la soirée où elle avait dit que c'était de la paperasse pour mettre à jour les bénéficiaires de l'assurance. J'avais signé depuis mon téléphone en regardant la télévision. Alain a tourné l'écran vers moi. 38 000 € tirés sur la ligne au cours des 7 derniers mois. Cet argent n'est pas allé dans la maison, a-t-il dit. Où est-il allé?
Un mélange de transfert personnel et d'autres choses. Il a cliqué à nouveau. 3 dépôts dans une SARL nouvellement formée enregistrée uniquement au nom d'Isabelle. L'adresse de la société était un espace de coworking en centre-ville. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé doucement. On dirait qu'elle a lancé une activité de conseil. J'ai ri une fois nerveusement. Isabelle n'avait jamais dirigé d'entreprise de sa vie. Elle est répertoriée comme actionnaire majoritaire, a ajouté Alain. Combien y a-t-elle transféré? Il a totalisé les virements. Je me suis adossé à ma chaise. Le prêt du véhicule, la ligne de crédit, la SARL, les retraits. Ce n'étaient pas des dépenses impulsives. C'était un positionnement. Elle n'a pas touché à ton plan d'épargne retraite, a dit Alain. C'est bien. Il est protégé à moins que tu n'autorises un déblocage. Qu'en est-il de la pension de retraite? Toujours déposée sur le compte joint. J'ai expiré lentement. Alors, quelles sont mes options? Alain a croisé les mains. D'abord, sépare tes revenus immédiatement. Ouvre un compte individuel. Rediriger ta pension. Gèle la ligne de crédit hypothécaire. Retire-la en tant qu'utilisatrice autorisée sur toutes les cartes de crédit émises à ton nom. Ensuite, consulte un avocat. Est-ce que cela va aggraver les choses? Il m'a lancé un regard que je reconnaissais après des années de négociations. C'est déjà aggravé. Tu arrives juste en retard à la réunion. Je suis rentré chez moi avec un étrange calme envahissant. Il y a quelque chose de clarifiant dans les chiffres. Ils éliminent l'ambiguïté. Ils ne se soucient pas du ton ou des excuses. Isabelle n'agissait pas par impulsion. Elle exécutait un plan. Et c'est moi qui le finançais. Quand je suis entré dans la maison, elle était à nouveau au comptoir, l'ordinateur ouvert cette fois. « Comment s'est passée ta matinée ?» a-t-elle demandé. « Productive. » Elle a souri faiblement. « Je travaille sur quelque chose de nouveau. »« Ah bon, une idée d'entreprise. » »« Du conseil. » »« C'est le début. » J'ai hoché la tête. « Ça a l'air cher. » Elle s'est arrêtée une fraction de seconde. « L'investissement nécessite du capital. » « Oui, ai-je convenu doucement. »« C'est vrai. » Elle a étudié mon visage. « Tu es bizarre. »« Ah bon? » ?»« Oui. » « Depuis hier. » J'ai croisé son regard. Hier a été un moment de lucidité. Pourquoi faire? Pour moi. Elle a fermé son ordinateur lentement. Es-tu fâché pour la voiture? Non. Alors quoi? J'ai envisagé de tout lui dire à ce moment-là, de sortir les chiffres, de la confronter. Mais quelque chose en moi m'a retenu. Pas la peur. Le timing. Je me suis débrouillé, ai-je dit simplement. Elle a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'ai pas besoin de ton crossover. Son expression s'est légèrement adoucie comme si elle croyait que l'orage était passé. Tant mieux, a-t-elle dit, parce que j'ai des réunions toute la semaine. Cet après-midi-là, j'ai ouvert un nouveau compte courant à mon seul nom. J'ai redirigé mes virements de retraite avec effet immédiat. J'ai appelé la banque et j'ai gelé la ligne de crédit hypothécaire en attendant une révision. Le conseiller a demandé la raison. Risque d'exposition financière non autorisée, ai-je répondu. J'ai supprimé son autorisation sur 2 cartes de crédit liées à mon compte de retraite. Chaque action semblait méthodique, contrôlée, pas de la vengeance, de la protection. Le soir, la banque m'a informé que les transactions en attente liées à la ligne de crédit étaient suspendues. À 21h12, le téléphone d'Isabelle a vibré. J'ai regardé son visage changer alors qu'elle lisait l'email de notification. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé brusquement. « Qu'est-ce qui est quoi ?» Il est écrit que la ligne de crédit est gelée. Oui. Pourquoi? Gestion des risques. Elle s'est levée. Tu ne peux pas la geler comme ça sans m'en parler. Je peux, ai-je dit calmement. C'est à mon nom. C'est à nos noms. C'était, ai-je corrigé. Sa mâchoire s'est serrée. Tu surréagis. Est-ce le cas? C'est à cause d'hier. Non, ai-je dit doucement. Hier, c'était pour autre chose. Elle m'a fixé, cherchant de l'émotion. Mais il n'y avait plus de colère. Seulement du calcul.
Elle a pris son téléphone et est allée dans la chambre, fermant la porte derrière elle. Je me suis assis seul dans le salon. 10 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Puis un autre, puis un SMS. Est-ce que c'est toi qui as gelé le compte? J'ai posé le téléphone parce que la suite demandait de la patience. Et quand les appels sont arrivés le lendemain, 31 au total, ils ne concernaient pas une visite à l'hôpital. Ils concernaient l'influence. Et pour la première fois depuis des années, je comprenais exactement qui l'avait. Isabelle n'a pas crié cette nuit-là. Elle n'a rien jeté. Elle ne m'a pas accusé de trahison. Elle n'a même pas pleuré. Elle a calculé. C'est ce qui rendait la chose différente. Je l'ai entendu bouger dans la chambre bien après minuit, des tiroirs qui s'ouvrent, des papiers que l'on déplace, le tapotement léger de son clavier de téléphone. Quand elle est enfin sortie vers 1h du matin, j'ai fait semblant de dormir sur le canapé. Elle est restée debout au-dessus de moi pendant un moment, observant, mesurant. Puis elle est rentrée. Je n'ai pas beaucoup dormi, mais je n'ai pas douté de moi non plus. Il y a une certaine clarté qui vient quand le déni finit par se dissoudre. Pas de la rage, pas un chagrin d'amour, juste de la clarté. Le lendemain matin à exactement 7h18, mon téléphone a vibré. Appel numéro 1, Isabelle. J'ai laissé sonner. Appel numéro 2. Puis numéro 3. Au moment où j'ai atteint le parking de la banque à 8h05, j'avais cet appel manqué. Je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai ressenti une confirmation. À l'intérieur de l'agence, j'ai demandé un rendez-vous avec la responsable des comptes, une femme d'une cinquantaine d'années nommée Michel, posée et directe. Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui, monsieur Thompson? Je dois revoir la propriété des actifs et geler tout virement sortant supérieur à 4 000 € sans double autorisation. Elle a tapé discrètement. Prévoyez-vous un litige? Possible, elle a hoché la tête. Vous voudrez une documentation sur les retraits récents et les extensions de crédit. Je les ai déjà. Elle a levé les yeux vers moi, étudiant mon visage. Est-ce un divorce? C'est une correction, ai-je répondu. Elle n'a pas posé d'autres questions. En 30 minutes, la ligne de crédit a été officiellement suspendue en attendant un audit interne. Des alertes ont été placées sur tous les comptes. Les gros transferts nécessitaient une autorisation en personne. Mon compte individuel était pleinement activé. Quand je suis retourné à ma voiture, mon téléphone affichait 15 appels manqués et un message vocal. Sa voix était contrôlée au début. David, rappelle-moi. Il y a manifestement une erreur avec la banque. À la fin du message, le contrôle s'était effrité. Tu ne peux pas faire ça. À 9h30, j'ai rencontré une avocate. Alain m'avait recommandé Sylvie Girard, spécialiste du droit de la famille, 20 ans d'expérience. Elle a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, elle s'est adossée. Votre femme a repositionné des actifs. Discrètement. Oui. Vous avez gelé les liquidités avant qu'elle ne termine la transition. Oui, elle a hoché la tête. Cela explique les appels téléphoniques. Quels sont mes risques, ai-je demandé. Si elle dépose une demande la première, elle invoquera un abus financier. Je n'ai rien transféré pour moi-même au-delà de mes revenus gagnés. Une bonne documentation est votre bouclier. Elle a tapoté légèrement son stylo contre son carnet. Laissez-moi vous demander quelque chose, monsieur Thompson. Pourquoi maintenant? J'y ai réfléchi. Parce que ce n'était pas seulement une question d'argent. Ce n'était pas les transferts, ai-je dit enfin, c'était la phrase. Elle a haussé un sourcil. Quelle phrase? Pas mon problème. Débrouille-toi. L'expression de Sylvie a légèrement changé. C'est souvent le moment déclencheur, a-t-elle dit doucement. Le moment où l'un des conjoints cesse de voir l'autre comme un partenaire. J'ai hoché la tête. Quelles sont mes options? Vous pouvez demander une séparation de corps et de biens, protéger vos comptes de retraite, établir des limites financières temporaires, ou vous pouvez tenter une médiation. Je ne pense pas qu'elle veuille une médiation. Alors protégez-vous d'abord. Quand je suis arrivé à la maison, Isabelle était de nouveau assise à l'îlot de la cuisine. Mais elle ne faisait pas défiler son écran cette fois. Elle attendait. Ses yeux étaient perçants. Que as-tu fait? A-t-elle demandé sans saluer.
J'ai ajusté l'exposition au risque. Elle s'est levée. Arrête de parler comme ça. On n'est pas dans une salle de conseil d'administration. Non, ai-je convenu calmement. C'est notre maison. Tu as gelé la ligne de crédit. Oui. Tu m'as retiré des cartes. Oui. Tu as redirigé ta retraite. Oui. Elle a cligné des yeux une fois, visiblement surprise que je ne nie pas. Tu ne me fais pas confiance. La question m'a presque fait sourire. Je te faisais confiance, ai-je dit d'une voix égale. C'est comme ça que la ligne de crédit a été ouverte. Son visage s'est durci. Tu surréagis pour un commentaire. Un commentaire, ai-je répété. Tu me punis parce que j'avais un cours prévu. Ce n'est pas à propos du yoga. Alors de quoi s'agit-il? J'ai soutenu son regard. Il s'agit de partenariat. Le silence s'est étiré entre nous. Tu essaies de me contrôler, a-t-elle fini par dire. Non, ai-je répondu. Je supprime la possibilité de me contrôler. Sa mâchoire s'est serrée. Tu ne peux pas simplement réécrire les règles après 28 ans. Je ne l'ai pas fait, ai-je dit doucement. C'est toi qui l'as fait. Elle a ri une fois, un rire sec et méprisant. Oh s'il te plaît. Parce que je n'ai pas tout laissé tomber pour conduire ta mère. Il ne s'agissait pas de conduire. Alors quoi? Il s'agissait de se soucier de l'autre. Elle a croisé les bras. Alors c'est émotionnel maintenant. Non, ai-je dit calmement. C'est structurel. Ses yeux ont brillé. Est-ce que tu me menaces de divorce? Je protège ce qui est à moi. Et qu'est-ce qui est à moi, a-t-elle lancé. Tu garderas ce que tu as déjà positionné. Le sang a légèrement quitté son visage. Tu as fouillé. J'ai lu. Elle m'a fixé pendant plusieurs secondes. Tu es paranoïaque. Non, ai-je dit doucement. J'étais naïf. Cet après-midi-là, j'ai déposé une demande de séparation légale, pas de divorce. Une protection. Des limites financières temporaires en attendant la médiation. La paperasse était précise, clinique, sans drame. Quand l'huissier a remis l'acte 2 jours plus tard, je n'étais pas à la maison. Mais j'en ai entendu parler parce que c'est ce jour-là qu'elle m'a appelé 31 fois. Et les 20 premiers appels n'étaient pas colériques. Ils étaient effrayés. Il y a une différence entre la vengeance et le rééquilibrage. La vengeance est bruyante. Le rééquilibrage est silencieux. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas accusé. J'ai ajusté. Et une fois que le système a basculé, elle l'a senti immédiatement parce que pour la première fois en 28 ans, elle ne pouvait plus simplement supposer que j'absorberais l'impact. L'huissier a frappé à 10h17. Je connais l'heure parce qu'Isabelle m'a envoyé un SMS à 10h19. Que as-tu fait? Je n'ai pas répondu. À 10h22, elle a appelé. Appel numéro 1. Je l'ai regardé sonner. Appel numéro 2. Puis numéro 3. À 11h, j'avais 11 appels manqués et 6 messages. Les premiers étaient contrôlés. David, nous devons parler. C'est ridicule. Tu aggraves les choses inutilement. Au 15e appel, le ton a changé. Tu ne peux pas demander une séparation sans en discuter. Tu nous embarrasses tous les deux. Et puis, vers le 22e appel, quelque chose de nouveau est entré dans sa voix. L'incertitude. Qu'est-ce que tu essaies de protéger exactement? J'étais assis à mon bureau dans le bureau, examinant les projections de retraite avec Alain en haut-parleur et laissant le téléphone vibrer contre le bois. Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais stable. Quand on vit assez longtemps, on apprend quelque chose sur le pouvoir. C'est rarement une question de volume. C'est une question d'influence. Pendant près de 3 décennies, Isabelle avait fonctionné sur l'hypothèse que je maintiendrais la stabilité quoi qu'elle fasse. Que j'aplanirais les tensions, couvrirais les dépenses, ignorerais les irrégularités. Elle s'était habituée à l'élasticité, mais l'élasticité a des limites, et une fois qu'elle se rompt, elle change de forme. À 13h14, elle s'est présentée au bureau d'Alain. Il m'a envoyé un SMS immédiatement. Elle est ici, agitée. Je lui ai dit de ne pas engager la conversation au-delà de confirmer que j'avais demandé une consultation. Apparemment, elle a exigé l'accès au relevé.
Alain lui a dit ce que n'importe quel conseiller dirait. Vous devrez passer par votre avocat. C'est là que la panique a vraiment commencé. Parce que la panique n'est pas une question d'argent. C'est une question de contrôle. En fin d'après-midi, j'ai enfin répondu. Appel numéro 31. Sa respiration était saccadée. David, a-t-elle dit, sa voix serrée. Qu'est-ce qui se passe? Tu as reçu un acte d'huissier, ai-je répondu calmement. Séparation légale. Tu es sérieux? Oui. Tu es en train de détruire notre vie. Non, ai-je dit doucement. Je stabilise la mienne. Tout ça pour ta mère. Ça a commencé là. Alors parce que je t'ai dit de gérer quelque chose toi-même, tu démantèles 28 ans. Non, ai-je dit, parce que j'ai réalisé que je gérais tout moi-même. Silence. Tu penses que je te volais, a-t-elle fini par demander. Je pense que tu préparais des options sans me le dire. Ça s'appelle l'indépendance. Pas quand c'est financé par notre hypothèque commune sans transparence. Elle a expiré brusquement. Tu agis comme si j'avais commis un crime. Tu as ouvert une ligne de crédit de 38 000 € sur notre maison. C'est notre maison et tu n'en as pas discuté. J'ai signé numériquement pour toi. Oui, ai-je dit calmement. Tu l'as fait. La pause qui a suivi a été lourde. Tu me faisais confiance, a-t-elle dit. Je te faisais confiance, et maintenant non. Maintenant, je vérifie. Ce soir-là, quand je suis rentré, elle faisait les 100 pas. La maison semblait différente, sous tension. J'ai parlé à un avocat, a-t-elle dit immédiatement. Je m'en doutais. Tu vas le regretter. Peut-être. Elle m'a fixé comme si elle attendait de la colère, des représailles. Rien n'est venu. Tu as gelé la ligne de crédit. Tu m'as retiré des comptes. Tu as coupé l'accès. J'ai limité les liquidités non garanties. C'est la même chose. Non, ai-je répondu d'une voix égale. C'est du confinement. Elle a secoué la tête. Tu essaies de m'affamer financièrement. J'empêche toute exposition supplémentaire. Elle a ri amèrement. Exposition à quoi? Ta paranoïa de retraité ou une responsabilité non divulguée? Sa voix a baissé. Tu m'espionnais. Je passais en revue les relevés. Tu penses que j'allais te quitter. Je pense que tu préparais des options. Et ça te fait peur. Non, ai-je dit, ce qui m'a fait peur, c'est une phrase. Sa mâchoire s'est serrée. Tu es toujours là-dessus. Oui. C'était une mauvaise matinée. C'était une matinée révélatrice. Elle m'a regardé pendant un long moment. Tu sais à quoi ça ressemble, a-t-elle dit doucement. À de l'abus financier. J'ai hoché la tête lentement. Et c'est exactement pour cela que j'ai déposé une demande légale. Son expression a vacillé parce qu'elle a compris. La documentation change les récits. Au cours des 2 semaines suivantes, la médiation a été programmée. Les actifs ont été listés. Les comptes de retraite séparés et protégés. La maison détenue conjointement sous réserve d'évaluation. Ligne de crédit suspendue en attendant la décision du tribunal. Sa SARL entièrement à elle sans plus aucun financement provenant des biens matrimoniaux. Le crossover sous sa seule responsabilité pour la première fois. La structure était visible. Pas d'ambiguïté, pas de transfert discret, pas de ligne floue. Le plus étrange n'était pas la tension. C'était le calme. J'ai conduit ma mère à son rendez-vous de suivi le mardi suivant dans une voiture de location que j'ai payée moi-même. Quand nous sommes revenus à la maison, elle a étudié mon visage. Tu as l'air plus léger, a-t-elle dit. Je me sens plus lucide, ai-je répondu. Est-ce que c'est fini, a-t-elle demandé doucement. Non, ai-je dit. C'est équilibré. Cette nuit-là, Isabelle a dormi dans la chambre d'amis. Nous nous évitions avec précaution, poliment, mais quelque chose de fondamental avait basculé. Pas de l'hostilité, de la hiérarchie. Elle ne fonctionnait plus à partir d'une influence supposée. Elle négociait d'égal à égal. Et c'est là que la colère a vraiment fait surface. Parce que l'égalité ressemble à une perte pour quelqu'un habitué à l'avantage. 3 jours avant notre première séance de médiation, elle se tenait à l'entrée du bureau. Tu n'étais pas obligé de m'humilier, a-t-elle dit. Je ne l'ai pas fait.
Tu m'as fait signifier l'acte à la maison. C'est ainsi que le processus fonctionne, tu aurais pu me prévenir. Je l'ai fait, ai-je répondu. Quand j'ai dit d'accord. Elle m'a fixé, la confusion et la réalisation se heurtant dans son expression. Tu me punis. Non, ai-je dit doucement. Je me suis débrouillé. Le basculement n'est pas bruyant. Il ne claque pas les portes. Il ne lance pas d'accusation. Il change la structure sous le plancher. Et quand les fondations bougent, tout le monde le sent. Surtout celui qui pensait qu'elles étaient permanentes. La médiation était prévue pour 9 h un jeudi matin gris. Isabelle est arrivée 10 minutes en retard. Pas pressée, pas déconcertée, contrôlée. Elle portait le blazer bleu marine qu'elle mettait pour les événements caritatifs, celui qui signalait le calme et la confiance. Si vous ne connaissiez pas le contexte, vous penseriez que nous assistions à une signature de vente immobilière ensemble. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à une longue table de conférence. Entre nous, de la paperasse, derrière nous, 28 ans. Le médiateur, un homme d'une 60aine d'années nommé Marc Robert, a ouvert la séance avec un langage neutre. Il s'agit d'une discussion structurée concernant la séparation financière et la protection des actifs. Notre objectif est la clarté. Clarté, encore ce mot. Marc a passé en revue le résumé financier préliminaire. Valeur de la maison commune, compte de retraite, statut de la ligne de crédit, enregistrement de sa SARL, dette en cours. Lorsqu'il a atteint la section détaillant les retraits de la ligne de crédit, il a marqué une pause. Madame Thompson, a-t-il dit prudemment, ces fonds ont été prélevés sans discussion préalable documentée. Isabelle a croisé les jambes. Nous avons des finances communes. Nous ne demandons pas la permission pour chaque dépense. 38 000 €, ce n'est pas une dépense, ai-je dit calmement. C'est un positionnement. Elle m'a lancé un regard noir. Marc a levé une main doucement. Restons constructifs. Il s'est de nouveau tourné vers elle. Quelle était l'utilisation prévue de ces fonds? Le développement d'une entreprise pour laquelle il n'y a pas encore de rapport de revenus. C'est le début. Il a hoché la tête puis a noté quelque chose. Quand nous sommes passés au gel de la ligne de crédit, elle s'est penchée en avant. Il l'a gelée sans me consulter. Oui, a dit Marc, mais il l'a fait légalement. Elle s'est tournée vers moi. Tu m'as embarrassé à la banque. Tu m'as embarrassé à la table de la cuisine, ai-je répondu d'une voix égale. La pièce est devenue silencieuse. Marc nous a regardés tous les deux. Souhaitez-vous approfondir? Isabelle a ricané doucement. Il fait référence à un commentaire que j'ai fait. Ce n'était pas le commentaire, ai-je dit. C'était ce qu'il révélait. Elle a levé les yeux au ciel. C'est absurde. Est-ce le cas, ai-je demandé doucement. Tu démantèles notre mariage parce que je n'ai pas décalé mon yoga. J'ai soutenu son regard. Il ne s'agissait pas de yoga. Alors de quoi s'agissait-il? Il s'agissait de responsabilité. Le mot est tombé entre nous. Pendant un instant, j'ai vu quelque chose se fissurer sous son assurance. Pas de la culpabilité, de la reconnaissance. La médiation a duré 4 heures. À la fin, la structure temporaire était tracée. Je conservais le contrôle exclusif de mes comptes de retraite. Elle conservait la pleine propriété de sa SARL et de ses passifs. La maison resterait en propriété conjointe en attendant l'expertise et un rachat potentiel. La ligne de crédit resterait gelée à moins que les deux parties ne signent pour sa réactivation. Les comptes courants séparés seraient permanents à l'avenir. Pas de cris, pas d'ultimatum dramatique, juste des termes. Quand nous sommes sortis sur le parking après, l'air semblait froid et vif. Isabelle s'est arrêtée à côté de son crossover. Alors c'est tout, a-t-elle demandé. Pour l'instant. Tu nous as transformés en contrat. Non, ai-je dit doucement. Nous avons toujours été un contrat. J'ai fini par le lire, c'est tout. Elle a secoué la tête. Tu as changé. J'ai arrêté d'absorber les chocs. Elle m'a étudié attentivement. Tu n'as même pas l'air en colère. Je ne le suis pas. Alors qu'est-ce que tu es? J'ai fini de prétendre. Elle a détourné le regard la première. Ce soir-là, de retour à la maison, elle se tenait dans le couloir alors que je me dirigeais vers le bureau. Tu pourrais encore annuler ça, a-t-elle dit.
Comment? Pour de bon. Lève la séparation. Réactive la ligne de crédit. Fais-moi de nouveau confiance. Confiance. C'était encore là. Qu'est-ce qui serait différent, ai-je demandé. Elle a hésité. Je ne dirai plus jamais une chose pareille. Ce n'était pas le problème. Alors c'est quoi? J'ai demandé de l'aide, ai-je dit doucement. Et tu as décidé que ce n'était pas ton souci. C'était juste un matin. C'était un schéma. Sa mâchoire s'est serrée. Tu réécris l'histoire. Non, ai-je dit. Je la lis enfin. Elle s'est approchée. Tu penses que tu es le seul à t'être senti seul dans ce mariage. Cela m'a pris de court. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu t'es enterré dans les chiffres pendant des décennies, a-t-elle dit. Projet de retraite, gestion des risques, toujours à calculer. J'ai appris à construire quelque chose de mon côté. Alors tu aurais dû le dire. J'ai essayé. Quand elle a de nouveau hésité, j'ai vu quelque chose de réel dans cette hésitation. Pas de la manipulation, de la distance. Peut-être qu'elle s'était sentie invisible elle aussi. Mais l'invisibilité ne justifie pas le secret. Tu n'as pas construit quelque chose avec moi, ai-je dit calmement. Tu l'as construit derrière mon dos. Elle a soudain eu l'air fatiguée. Peut-être que je ne pensais pas que tu comprendrais. C'est la partie qui fait mal, ai-je dit doucement. Pas l'argent. Nous sommes restés là en silence pendant un long moment. Puis elle a demandé, plus doucement cette fois. Est-ce que c'est fini? J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. Ce n'est plus ce que c'était. Et qu'est-ce que c'est maintenant? C'est honnête. Elle a expiré lentement. Et si l'honnêteté mène au divorce, alors au moins ce sera réel. Plus tard cette nuit-là, mon téléphone a encore vibré. Pas elle cette fois. Une notification de la banque. Confirmation formelle, ligne de crédit hypothécaire définitivement suspendue en attendant l'autorisation conjointe du tribunal. J'ai fixé le message. Voilà. La finalité en petits caractères. Pas de vengeance, pas de triomphe, juste une histoire, juste une structure. Quand je suis passé devant la chambre d'amis, sa lumière était encore allumée. Pendant un instant, j'ai envisagé de frapper. Au lieu de cela, je suis allé me coucher parce que la confrontation n'est pas une question de victoire. C'est une question de refuser de se perdre en silence. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose d'inconnu. Pas de la colère, pas de la rancœur, de l'équilibre. Le lendemain matin, elle ne m'a pas appelé du tout. Pas de panique, pas de 31 appels manqués, juste du silence. Et parfois, le silence n'est pas une reddition. C'est un nouveau calcul. 6 mois ont passé. Pas de façon dramatique, pas dans les flammes, juste régulièrement. La maison a été expertisée au début du printemps. Le marché avait monté plus que ce que nous espérions tous les deux. La médiation a continué 2 fois par mois. Nous avancions à travers des feuilles de calcul au lieu de disputes. Finalement, j'ai racheté sa part de la maison en utilisant un transfert structuré d'une partie de notre compte de courtage joint. C'était propre, documenté, signé à l'encre. Elle a gardé le crossover, la SARL et les fonds qu'elle avait déjà transférés. Le tribunal a formalisé la séparation de biens avec une frontière financière claire entre nous. Pas de confrontation au tribunal, pas de coup de maillet, juste des signatures. Elle a emménagé dans un appartement en centre-ville en juillet. J'ai aidé à porter le dernier carton jusqu'à sa voiture. Cela l'a surprise. Tu n'es pas obligé, a-t-elle dit doucement. Je sais, ai-je répondu. Nous sommes restés dans l'allée pendant un moment. 2 personnes qui s'étaient promis l'éternité et qui divisaient maintenant les meubles. Est-ce que ça en valait la peine, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit honnêtement. Pourquoi faire? Pour la clarté. Elle a hoché la tête lentement. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je te crois, ai-je dit. Mais tu l'as fait. Elle a détourné le regard la première, puis elle est partie. La maison semblait plus grande sans elle. Pas plus vide, juste plus calme. Ma mère était assise à la table de la cuisine ce soir-là, pliant soigneusement un torchon. Elle est partie. Oui. Elle a hoché la tête comme si elle connaissait cette fin bien avant moi. Est-ce que tu te sens seule, a-t-elle demandé gentiment.
J'ai considéré la question. Non, ai-je dit enfin. Je suis apaisé. Et c'était la vérité. Ma retraite est maintenant déposée sur mon compte individuel chaque mois. Le crédit de la maison est remboursé de manière agressive. La ligne de crédit reste fermée. Mes projections de retraite sont modestes mais stables. Pour la première fois depuis des années, je consulte les relevés sans anxiété. La SARL qu'elle a construite n'a pas décollé. Je le sais parce que les publications officielles montrent une activité limitée. Je ne ressens aucune satisfaction à ce sujet. Juste de la distance. Nous nous parlons occasionnellement, cordialement, brièvement. Pas d'accusation, pas de nostalgie, juste des nouvelles. J'ai conduit ma mère à son rendez-vous de cardiologie la semaine dernière dans ma propre voiture, transmission réparée, entièrement payée. Sur le chemin du retour, elle a tendu la main et a serré la mienne. « Tu as l'air en paix ?» a-t-elle dit. « Je le suis. »« Tu lui pardonnes ?»« Oui. »« Et à toi-même ?» Cette question a persisté. Il m'a fallu un moment pour répondre. « J'y travaille. » Un soir de fin août, Isabelle a appelé. Pas 31 fois. Juste une fois. J'ai répondu. « Salut » a-t-elle dit. « Salut. » J'ai reçu l'avis de finalisation de la médiation. Moi aussi. Silence. J'avais peur, a-t-elle admis. De quoi? D'être de nouveau dépendante. J'y ai réfléchi. Tu n'as jamais été dépendante, ai-je dit. Tu n'as juste pas eu confiance dans le fait que je resterais à tes côtés si tu me le demandais. Et maintenant? Maintenant, je me tiens d'abord à mes propres côtés. Elle a expiré doucement. Ça semble différent. Ça l'est. Nous n'avons pas dit grand-chose d'autre. Quand l'appel a pris fin, je n'ai pas ressenti de regret. J'ai ressenti une résolution. Cette histoire ne se termine pas par une réconciliation. Elle ne se termine pas par des excuses dramatiques ou des vœux renouvelés. Elle se termine par une structure, par des limites, par un homme qui a enfin compris que l'amour sans respect devient une obligation, et que l'obligation sans clarté devient une érosion. Quand elle a dit « Pas mon problème, débrouille-toi », elle ne réalisait pas qu'elle me remettait quelque chose de puissant. Une permission. La permission d'arrêter d'encaisser, la permission d'arrêter d'arrondir les angles, la permission d'arrêter de supposer un partenariat là où il n'existait plus. Et quand elle m'a appelé 31 fois le lendemain, ce n'était pas parce qu'elle m'aimait davantage. C'était parce que la structure avait basculé. Parce que pour la première fois en 28 ans, elle ne pouvait plus compter sur mon silence. Cette histoire est un rappel puissant que le respect et la solidarité sont les piliers fondamentaux de tout engagement à long terme. Ce qui commence par une simple phrase d'indifférence lors d'une urgence familiale peut devenir le catalyseur d'une remise en question totale d'une vie partagée. Le personnage principal ne cherche pas la vengeance, mais la vérité. En France, comme ailleurs, la gestion des finances dans un couple repose sur un contrat moral de transparence. Lorsqu'une personne commence à construire sa propre sortie en secret, elle brise ce contrat bien avant que les papiers du divorce ne soient signés. La réaction de Jean-Pierre est méthodique et rationnelle, illustrant que parfois, pour sauver sa propre dignité, il faut accepter de voir la réalité telle qu'elle est, sans le filtre de la nostalgie. La fin de ce récit nous montre que la paix intérieure ne vient pas forcément du pardon ou de la réconciliation, mais de la mise en place de limites claires qui empêchent l'autre de nous nuire davantage. C'est une leçon de résilience et de courage face à la trahison émotionnelle et financière. À votre avis, Jean-Pierre a-t-il été trop dur avec Isabelle en engageant immédiatement une séparation légale, ou pensez-vous que sa réaction était la seule façon de se protéger après avoir découvert ses secrets financiers? Dites-moi ce que vous feriez à sa place dans les commentaires.